Vous êtes ethnomusicologue, votre itinéraire vous a mené de l'Allemagne des années 30 à la Palestine mandataire, en passant par la Belgique, la France et puis la Centrafrique, bien des années après, et puis des retours multiples. Simcha Arom, bonjour. Bonjour. On va évoquer donc cet itinéraire, l'ethnomusicologie, votre approche de cette discipline. Mais d'abord, votre pays de cœur, c'est la musique. C'est quoi les premières musiques que vous avez entendues ? Mais les premières musiques que j'ai entendues, c'était les musiques qu'on chantait à la maison. Des musiques juives, ashkénazes, d'origine polonaise, comme étaient mes parents. Parce que vos deux parents étaient d'origine polonaise, oui. Et sont installés en Allemagne dans les années 1920. Donc vous êtes né à Düsseldorf. Oui. Et votre père, à ce moment-là, lui, c'était pas son activité principale de travailler pour une synagogue. Qu'est-ce qui le faisait vivre à l'époque ? Mon père était représentant de commerce, représentant en vin, et des vins qui ne goûtaient pas parce qu'ils n'étaient pas cachers. Et donc qui les goûtait, ces vins ? C'est mon frère et moi, on prenait des petites gouttes, on nous mettait sur le doigt et il nous demandait ce qu'on en pense. Mais à cet âge-là, on ne pense pas grand-chose du vin. Vous avez 8 ans, oui, à l'époque. Et puis votre frère, 4 ans de plus, Simcha. 3 ans de plus. 3 ans de plus. Et donc votre père, il était ce qu'on appelle Bal Tfila. Il était chazan amateur, si on peut le définir comme ça. C'est-à-dire que les Yamim Noraim, l'époque de Rosh Hashanah à Kippour, où il faut vraiment prier avec intensité, les juifs polonais, il y en avait pas mal à Düsseldorf, décidaient que c'était pas à la synagogue, dans le rite Frankfurt-Main, qu'on pouvait prier, il fallait prier dans un petit shtibel, c'est-à-dire qu'on transformait un appartement en synagogue, il y avait un Sefer Torah, il y avait tout ce qu'il fallait, et c'est là qu'on faisait les prières avant Rosh Hashanah, les jours Yamim Noraim, les jours terribles entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et à Kippour. Et puis après, on revenait à la synagogue avec chapeau haute forme, et comme des bons bourgeois qui se respectent. Mais là, il fallait un chazan. Enfin, chazan, on ne pouvait pas se trouver un chazan. Alors, comme il connaissait toutes les prières et qu'il avait une belle voix, il prenait sur soi d'être le Baal Tfila, celui qui mène la prière. Et votre mère était issue, elle, d'une grande famille en droite ligne du Rabbi Elimelech. Rabbi Elimelech de Lejensk. D'ailleurs, ma mère est née dans la maison de Rabbi Elimelech, qui vivait au XVIIIe siècle. Donc elle, c'est la 7e génération. 6e. La 7e, c'est moi. Et donc, elle vous en parlait, enfin, c'était... Ah, elle était très fière, c'était un Yirou, c'est un truc prestigieux, c'était... c'est difficilement imaginable, même pour moi. Dans mon pied-à-terre à Jérusalem, un jour, je fais venir un menuisier pour faire une réparation d'une table qui boitait, et qui venait, il était avec une kippa, un homme religieux, et puis, quand il a fini son travail, il regarde un peu dans la bibliothèque, s'il y a un bouquin, et il va à un livre qui s'appelle Noam Elimelech. Ce sont les paroles du Rabbi Elimelech qui ont été inscrites dans un livre. Et il me regarde, il me voit que je suis sans kippa, pas du tout religieux, et il me dit, mais que fait chez toi un livre comme ça ? Et je lui dis, c'est simple, je suis un descendant du Rabbi Elimelech, je suis la 7e génération. Il a fait 3 pas en arrière, il est resté sans voix. On est en Allemagne, les années 30, l'avènement du nazisme, vous êtes contraint de partir après la nuit de cristal, et vous partez à ce moment-là en Belgique. Alors, nos parents nous ont envoyé, mon frère et moi, en Belgique, ils ne pouvaient pas sortir. C'était le problème. On ne vous laissait pas vivre, on ne vous permettait pas de sortir. Alors, les enfants, ça allait encore, alors nous sommes venus chez une parenté lointaine qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, à Anvers. Et puis eux sont chacun venus, en passant illégalement la frontière, nous rejoindre quelques mois plus tard. Vous avez quand même des souvenirs de cette enfance sous le joug hitlérien Je me souviens très bien, je me souviens de la Kristallnacht, je me souviens de la manière dont les nazis sont rentrés dans la maison, on habitait au 3e étage, ils ont vidé tout l'appartement par les fenêtres.
il n'est rien resté. Et ils nous ont enfermés dans la cuisine, puis ils sont partis après. Il n'y avait rien, c'était en pyjama. Et je me demande jusqu'à ce jour, parce que j'ai jamais eu les moyens de le savoir, comment on a fait le lendemain pour s'habiller. Et donc vous êtes vraiment parti le lendemain Le lendemain, on était recueillis par des bonnes sœurs. On n'avait plus où aller. Il n'y a plus de lit, il n'y a plus d'oreiller, il n'y a plus rien. Et puis après ça, on a, comme je l'ai dit, on est parti. Et alors, Belgique, deuxième scolarité, deuxième langue, puisque vous parliez allemand, là vous vous retrouvez à parler flamand. Flamand et troisième langue, yiddish, parce qu'à l'école, c'est une école très religieuse qui existe toujours, je crois, qui s'appelait Yesodei Torah, ils appellent ça avec l'accent yiddish, Yesodei Torah. C'est les fondements de la Torah. C'est le nom, c'est pas Otsar Torah, c'est le fondement de la Torah, Yesodei Torah. Et là, l'enseignement qu'ils appelaient profane était fait en flamand. Et tout ce qui est, ce qu'ils appellent sacré, donc judaïsme, Bible et tout ça, c'était en yiddish. Et c'est là que j'ai appris à la fois le flamand et le yiddish. Oui, parce qu'on parlait de la musique qui est votre langue, mais c'est aussi la langue qui est votre langue, c'est-à-dire qu'il y a un amour chez vous des langues étrangères. Vous vous retrouvez rapidement à connaître plusieurs langues, et après on sent que c'est un pays... C'était un must, il fallait aller à l'école, et puis ensuite on est parti en France le jour où les Allemands sont entrés en Belgique. C'était un vendredi. Mais l'après-midi, on s'est rué sur le train comme des milliers d'autres juifs. C'était le 10 mai 1940. Et on est parti en France avec l'idée d'aller à Dunkerque, c'est la France. Mais bon, les avatars, le train s'arrêtait, il repartait, il s'arrêtait, il repartait, il arrive à Dunkerque, auprès des bombardements, les gens passent sous les quais pour se réfugier, et puis il y avait des annonces, on dit, ce train continue vers le sud de la France, ceux qui veulent aller en Angleterre, et des bateaux qui partent. Mon père dit à ma mère, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle dit, on a les valises déjà dans le train, on continue. Et c'était un vendredi après-midi, on a débarqué le samedi de la semaine d'après, dans une petite gare dans le sud de la France, où la Croix-Rouge faisait descendre des gens au fur et à mesure, et on essayait de les caser dans les villages alentours. Et alors comment vous vous êtes retrouvé à Rivesaltes après avec vos parents? Parce qu'on s'est fait arrêter plusieurs fois. C'était étranger. En plus, on était apatrides. Ce qui valait peut-être mieux même que d'être allemand à ce moment-là. Et donc vous vous retrouvez plusieurs mois à Rivesaltes, donc vous êtes parvenu à partir? On s'est échappé de Rivesaltes. Après 8 ou 9 mois, je ne sais plus exactement, on a réussi à s'échapper de Rivesaltes. C'est moi qui avais initié ça, j'avais 10 ans. Parce que mon frère avait une pneumonie. On l'a envoyé à l'hôpital à Perpignan, et mes parents pouvaient le visiter 2 fois par semaine. Et quand mes parents... Moi, je ne pouvais pas y aller. Et quand je suis revenu un jour en disant, voilà, on y va jeudi, et on ramène Élie, mon frère, j'ai dit, et si vous ne reveniez pas? J'ai reçu la plus belle gifle de ma vie. Parce qu'un enfant n'a pas à se mêler de ce que font les grands, même en camp de concentration, et même dans les situations dans lesquelles on était. Et on a quand même... Et j'avais mon plan. Vous allez à l'hôpital, vous prenez mon frère, vous allez à la gare, et moi, vous trouvez un schmuggler, c'est-à-dire un passeur, parce que ça existait, je savais que ça existait, qui me fera passer. On se rencontre tous à Perpignan, et de là, on prend le train. Mais le train pour aller où? Autre problème. Enfin, on avait des connaissances dans la région de Montauban, donc il a été décidé qu'on irait à Montauban, et nous voilà tous à Perpignan, défense d'ouvrir la bouche dans le train, parce que personne ne parlait français. Et après, c'est la vie d'enfant caché. Après, je n'étais pas caché. Après, quand la gendarmerie a appris qu'on s'était échappé de Rivesaltes, parce qu'évidemment, on n'avait pas de papier. Parce que dans un camp de concentration, la première chose qu'on fait, on vous enlève les papiers. Et justement, parce qu'on ne sait pas où aller après son papier. On avait envoyé mon frère d'abord à Moissac, la maison de Moissac était célèbre. Et puis, le jour où ils sont venus, on est venu nous prévenir, c'était la jeune fille à la bicyclette. Bon, c'est une histoire en soi extraordinaire, qui était venue nous prévenir.
parce qu'elle était jolie, elle avait 17 ans, elle avait une bicyclette, elle faisait l'agent de communication entre différentes familles juives, comme ça, et elle parlait bien le français, et elle était jolie. Alors les gendarmes lui faisaient un peu la cour. Ah, vous savez, les Aroms, ils viennent pas de Lyon, ils sont échappés de Rivesaltes. Alors, demain, on va les arrêter. Alors, on n'a jamais su s'il l'avait dit pour qu'on prenne nos dispositions, ou bien parce qu'il était bête. Toujours est-il qu'elle est arrivée chez nous, et mes parents ont dit, ni une ni deux, tu prends un rucksack, un petit sac à dos, tu vas rejoindre ton frère à Moissac. C'est comme ça que j'ai débarqué à Moissac, un vendredi soir. Moissac, c'était les éclaireurs israélites. Oui, c'est la maison des éclaireurs israélites de France. Et alors, à ce moment-là, vous avez votre nom à Rome, vous l'avez toujours. Ça, c'est votre nom. C'est mon nom. C'est votre nom, parce que moi, j'avais souvent pensé que vous vous appelez Simcha à Rome, que c'était un nom que vous aviez pris en Israël, comme beaucoup de juifs émigrés en Israël. Oui, mais à Rome, en hébreu, ça peut se dire, mais ça s'écrit avec un aïn, pas avec un aleph, et ça veut dire deux choses très étranges. Je l'ai appris par la suite, puisque que d'une part ça veut dire rusé, et d'autre part ça veut dire nu, en hébreu. Mais sinon, à Rome, avec un aleph, ça n'existe pas en hébreu. Et Simcha, c'est votre vrai prénom. C'est mon prénom. Un nom que vous avez adopté après. Non, c'est mon vrai prénom, mais il fallait avoir un nom allemand. Donc on m'a appelé Fred. Pourquoi Fred? Parce que mon papa, qui était ingénieux, il fallait donner un nom allemand, il voulait quand même que ce nom allemand ait une connotation avec mon vrai nom, Simcha. Fred, c'est Freud. Ah oui. Freud, c'est Simcha. La joie. Et donc, vous êtes à Moissac, et puis après, il y a cette tragédie, vous allez voir vos parents. Je vais voir mes parents en vacances, pendant les vacances scolaires, et on avait campé, parce qu'on campait toujours. Les éclaireurs, et la maison de Moissac, les louveteaux, les éclaireurs, ça campait toujours l'été. Alors là, j'ai dit à la directrice, et voilà, je suis tout près de mes parents, c'est les vacances, est-ce que je peux aller voir mes parents? J'ai dit d'accord. Et le 1er août au 15 août, j'avais 15 jours pour voir mes parents. Quand je suis arrivé là-bas, mon anniversaire c'est le 16 août. Ma mère a dit, tu vas quand même pas partir un jour avant l'anniversaire, tu vas rester avec nous. Elle a écrit une belle lettre à Chata Simon, qui était la directrice au Massacre, qui lui a dit, ok, jusqu'au 30. Au 31, le 26 août, tu as eu la rafle. Et quand ils sont venus au milieu de la nuit, puis ils voulaient m'embarquer aussi, mon père a dit, dis-leur que tu n'habites pas ici, tu n'es pas sur leur liste parce que tu n'habites pas ici, ils ne peuvent pas te prendre. Alors, ils m'ont dit, les gendarmes de Pont de Beauvoisin, comme les Français, dit, mais tu ne veux pas être séparé de tes parents. Et bon, c'est une histoire, encore une autre histoire, mais bref, on était les premiers arrêtés, donc on était dans un bus qui venait nous prendre, on nous a mis tout au fond. Et à l'époque, les bus avaient 2 portes au fond, l'une à droite et l'une à gauche. Et à la maison d'après, où ils sont arrêtés pour prendre des gens, ils étaient du côté gauche, ils étaient assis du côté droit. Mon père a pris mon sac à dos, m'a mis un billet d'argent dans les mains, m'a poussé dehors, dit, file, te cache, va rejoindre ton frère, qui campait avec les EI dans la Creuse. Et depuis, je ne l'ai pas vu. Alors, 2 ans, vous vous retrouvez entre 1942 et 1944 en France, là, caché dans divers lieux. Jusqu'en 1943. Et après, je suis retourné à Moissac. Bon, ça s'est pas fait un jour, mais... Eh bien, fin 1943, en novembre, ils ont fermé la maison parce qu'on allait venir arrêter tout le monde. Et ils l'ont su, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui coopéraient, hein. Il y avait dans la résistance. Ils étaient très très bien informés. Et à ce moment-là, une semaine, les chefs de Moissac ont pris tous les enfants, ont fabriqué des faux papiers pour plus de 100 enfants et les ont répartis dans toute la région, chez les paysans, dans des monastères, dans des chez les bonnes sœurs, dans des internats de collèges ou d'écoles, de lycées. Et moi, avec un groupe de 10 autres enfants, on est arrivé à Castres, au collège technique, collège moderne de Castres, qui était une sorte d'école professionnelle,
mais qui avait l'avantage, si on veut, d'avoir un internat. Donc, on restait dedans, on ne sortait pas. On ne sortait que le jeudi après-midi et le dimanche. Et encore, il fallait avoir des correspondants. Alors, il y avait tout un underground, un système des EI, ça s'appelait la 6e, qui cachait les enfants et qui trouvait pour les enfants des correspondants. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai abouti chez un BOF, beurre fromage. C'était un monsieur qui avait un magasin de beurre fromage dans la rue principale de Castres, et il savait qui j'étais, et il était dans la Résistance, et chez lui, je venais le dimanche, on écoutait Radio Londres. Et il me donnait des petits paniers que je ramenais au collège, parce que ce qu'on mangeait, c'était pas grand-chose. Donc, avec les enfants de Moissal, on a fait un petit kibbutz pour partager ce que chacun ramenait, s'il ramenait quelque chose de chez son correspondant. Vous avez même fait votre bar mitzvah en 43 ? 43, j'ai fait ma bar mitzvah dans un camp d'éclaireurs, oui. Des enfants de Boissac, encore, oui. Mais... Voilà, ça c'était avant. C'est ensuite qu'on était cachés. Et on est resté cachés dans cet internat jusqu'après le débarquement, en juin 44. Et là, on ne savait plus quoi faire de nous, parce que l'internat fermait. Alors, on commençait par nous mettre dans un asile de vieillards, alors c'était assez abominable. Et puis ensuite, dans une colonie de vacances protestante, qui était, comme par hasard, sur Lautrec, qui avait été une harshara, c'est-à-dire une ferme école, pour des jeunes qui se préparaient à partir en Palestine. Et c'est grâce aux cuisiniers de cette ferme école que je connaissais, parce qu'on y avait été quelques mois avant pour passer quelques jours de vacances, et qui m'a dit qu'il y avait la possibilité de partir en Palestine en traversant à pied les Pyrénées, et que l'assistante sociale qui venait nous voir de temps à autre, il suffisait que je lui en parle pour que ça puisse s'arranger. Et voilà. La Palestine, vous en aviez entendu parler, votre père était sioniste, il avait trois frères à ce moment-là en Palestine mandataire. Qui étaient déjà en Palestine, et puis dans la famille on en parlait beaucoup, et on était sionistes, oui. Parce que quand même, Simcha, à ce moment-là, vous n'avez même pas 14 ans, vous décidez de partir en Palestine, vous ne savez pas que vous ne reverrez jamais vos parents, c'est quand même assez incroyable, enfin cette détermination. Mais c'est ce que je dis, j'étais téléguidé. J'étais téléguidé par mes parents. Je n'ai même pas réfléchi un moment. C'est formidable. Avec les 4 ans qu'on venait de vivre, bon, mes parents, je ne savais pas s'ils étaient vivants, sinon, ce qui leur était arrivé, on ne savait rien. Depuis pratiquement, en 44, depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Presque 2 ans, on ne savait rien. J'ai dit oui. Et je savais que s'ils étaient restés en vie, la première chose qu'ils feraient, c'est contacter mes oncles. Donc mes oncles sauront que je suis en Palestine. Voilà. Alors on va arriver à des choses moins douloureuses. C'est là, c'est votre premier contact, en quelque sorte, cet itinéraire vers la Palestine mandataire avec le violon, dans des circonstances oui. très belles. Ben, c'était dans la colonie de vacances protestante, le dimanche pendant le service. Il y a un moment où le prêtre, qui était le pasteur, pardon, ce serait un pasteur, qui était le directeur de la colonie, disait, mes frères, méditons. Maintenant, méditons, et il y avait un des chefs qui sortait de son étui un violon qui se mettait à jouer. Pour moi, c'était une révélation. C'était bon, ça devait être du Bach, je ne sais pas ce que c'était. Mais ça m'avait bouleversé. Et ensuite, une fois qu'on avait passé les Pyrénées, ce qui est une autre histoire, il y avait quelqu'un qui était un violoniste, enfin qui était aussi violoniste, qui était Khazan, mais violoniste, et qui je n'ai jamais su à ce moment-là son nom. Tout le monde l'appelait Henri Violon parce qu'il avait tout jeté de ses affaires sur le chemin en passant les Pyrénées, parce que tout devient lourd au bout d'un moment, oui. Et la seule chose qu'il avait gardée, c'est son violon. Et on l'a baptisé Henri Violon. Et lui, il jouait, et j'allais l'écouter dans sa chambre dans l'hôtel où il était. Et ça m'avait beaucoup marqué. Voilà. Et
c'est comme ça que j'ai découvert en fait ce que c'était que la musique classique, et la musique de chambre au sens le plus intime. C'était dans les chambres, voilà. Vous allez retrouver la musique classique justement en Palestine mandataire, puisque vous vous retrouvez dans un village d'enfants, et là vous voulez absolument apprendre la musique. Oui, et moi j'ai joué de la flûte à bec. Bon, alors j'arrive à jouer tous les chants que je connaissais, je les jouais à la flûte à bec, et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais un talent, ou j'avais une oreille. Et dans le village où j'étais au départ, on allait à l'école du village, là où j'étais dans une espèce d'institut pour des enfants, c'était un truc religieux, donc que des garçons, et puis on allait à l'école du village. Pour aller à l'école du village, il y avait à peu près 1 kilomètre, et on passait devant des maisons, et il y avait la maison du directeur de l'école. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, évidemment, il n'y avait pas de climatiseur, et j'entendais toujours de la musique classique. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup intrigué. Et je venais, quand j'avais du temps de libre, je venais et je m'asseyais à l'ombre contre le mur de la maison, par terre, et j'écoutais. Je ne savais pas ce que j'écoutais, mais c'était quelque chose qui me remplissait. C'est très drôle j'ai jamais dit ça de cette façon-là, mais c'était exactement ce que je ressentais. C'est-à-dire que le vide que j'avais en moi, tout d'un coup, se remplissait. Parce que la religion, après ce qui était arrivé, j'étais plus très chaud. Hein. Oui, comme beaucoup de gens de votre génération. Oui. Comme plus tard, j'ai appelé ça, j'ai arrêté mes relations diplomatiques avec le bon Dieu. Bon. Et en fait, ce que j'ai compris bien plus tard, c'est que il y avait un vide qui s'était établi. Il n'y avait plus de parents, il n'y avait plus de religion. Et tout d'un coup, je découvre un monde qui est indescriptible de richesse. Et un jour, j'ai fait de l'autostop, parce qu'on avait 2 jours de vacances, 3 jours de vacances, pour aller à Tel Aviv. Et je vois qu'à Tel Aviv, où j'avais des connaissances, et je vois à Tel Aviv, un vendredi après-midi, un concert de c'est l'orchestre philharmonique de Palestine. Palestine Symphony Orchestra, qui est devenu l'orchestre philharmonique d'Israël. Et avec les 50 centimes que j'avais, j'ai pu acheter un billet, et c'est la première fois que j'ai entendu l'orchestre symphonique. C'était une illumination. En plus, dans des circonstances quand même, c'était des grands musiciens que vous avez écoutés. Je crois qu'il y avait le violoniste Simon Goldberg. Oui, mais moi, il ne me fallait pas... Oui, mais ça a peut-être aidé aussi que le premier concert ce soit avec un génie du violon, qui était violon solo des Philharmoniques de Berlin avant-guerre. Oui. Parce que peut-être que si vous aviez entendu un violoniste de moindre envergure, ça vous aurait peut-être pas emporté je pense pas. C'était le son de l'orchestre. Et puis il y avait des œuvres sans. Il y avait la Moldova de Smetana qu'ils ont joué à ce moment. Proche de l'hymne israélien. Bon, et j'ai dit, c'est ça. C'est tout. C'est ça. Voilà. Et là, j'ai dit, il faut que j'apprenne la musique. Alors, bon, j'ai fait des pieds et des mains pour arriver dans un autre village où il y avait un professeur de musique, mais il enseignait le violon. Donc, il fallait avoir... J'ai dit, bon, je vais apprendre le violon. Apprendre le violon à 16 ans, c'est complètement fou. Débuter les violons. Parce que je savais que je ne serais jamais un bon violoniste. Mais c'était le seul moyen d'entrer dans le monde de la musique. D'apprendre le solfège. Parce qu'en même temps que le violon, je ne savais pas lire la musique. Bon. Et ça a duré 2 ans, puis après, 48. La guerre d'indépendance, et là vous êtes blessé à la main droite. Ben oui, alors, exit le violon, j'avais tout le bras droit paralysé. Et là, je tombe malade le jour, j'ai une crise de paludisme le jour où je dois être démobilisé en attendant mon tour pour leur rendre mon équipement, mon fusil, tout ce qu'on avait. Et on me met dans un camp militaire, dans un hôpital, et dans le lit à côté, il y avait quelqu'un, on commence à bavarder, il est oboïste de l'orchestre philharmonique d'Israël. Et il me dit, et je lui dis, voilà, je voulais être musicien, je joue du violon, mais c'est fini, je peux plus, j'ai le bras complètement... Voilà. Il me dit, mais il y a un instrument qu'on joue de la main gauche. Je dis, ah bon, c'est quoi? C'est le corps. Eh ben voilà, je suis devenu corniste.
Il y avait beaucoup moins de concurrence à ce moment-là en Israël. Ça aussi. Chez les cordistes que chez les violonistes. Voilà. Et donc vous apprenez le corps et vous êtes venu en France pour continuer cet apprentissage. J'ai commencé à apprendre le corps à Jérusalem, après je suis venu en France pour me perfectionner, oui. Et j'ai été au Conservatoire national supérieur, ça s'appelait pas d'ailleurs, ça s'appelait Conservatoire national de Paris. Oui, voilà. Et donc là, vous vous retrouvez avec des pointures de l'instrument, des grands musiciens. Ah oui, j'ai vu combien je ne savais pas. Et ça, c'était le plus merveilleux des stimulants. Je voyais les autres élèves qui étaient vraiment calés, qui jouaient parce qu'ils jouaient ils entraient sur concours. Moi, c'était ce qu'on appelait la classe des étrangers, la première année, où vous devez payer pour y être. Mais vous avez le même professeur et tous les autres, ce sont des jeunes qui ont fait le concours d'entrée. Et ça, c'était un niveau déjà incroyable. Et alors, j'ai 5 à 6 heures de corps par jour, je ne vous dis pas ce que c'est, parce que c'est un problème de musculature. C'est comme un sportif de haut niveau. Ça vous demande... tout se passe sur 5 cm². Hein. Oui. C'est une épreuve pour vous et ça peut être une épreuve pour les voisins aussi. Pour les voisins aussi. Oui, mais alors j'avais toujours... Ou j'étais dans les greniers, ou j'étais dans les caves. Je me suis toujours débrouillé pour... déranger le moins possible l'environnement. Et donc là, en plus, il fallait vivre à Paris, parce que vous aviez une maigre bourse qui vous était donnée par le gouvernement israélien. Il fallait quand même trouver les moyens de subsistance. Oui, alors j'étais jeune homme au père au foyer israélite de Neuilly, où je donnais des cours d'hébreu à ceux qui en voulaient, où je dirigeais la chorale. Voilà, donc j'avais plus l'essentiel de ma survie était assuré. Après quelques années donc d'apprentissage en France, vous retournez en Israël? Ah non, d'abord j'ai été... le jour où j'allais passer le prix, le concours du prix, à la fin des études du conservatoire, je trouve une lettre de l'orchestre de chambre de Lausanne où j'avais su qu'il y avait un poste de 2e corps et j'avais posé ma candidature. Et le jour où je vais pour passer mon concours, j'ouvre ma petite boîte à lettres et je trouve cette lettre. Je la mets dans ma poche, je dis on s'en occupe pas. Je fais mon concours, j'ai mon premier prix. Après je prends la lettre, je commence à la regarder. Samedi prochain, c'est votre audition à Lausanne. Voilà, si vous voulez jouer tel morceau, envoyez la partition pour que la pianiste puisse se préparer, etc. Je suis allé à Lausanne. On était 9, j'ai lu. C'était le début de ma carrière de musicien. C'était pratiquement... Et mon premier jour à l'orchestre de Lausanne, j'étais presque jour par jour. 5 ans après que j'ai touché un corps. C'est incroyable, ça. Oui, il fallait de la volonté. La volonté et du talent. Ça, vous le direz pas, mais moi je vais... Bon, c'est plus la volonté que le talent. C'est la volonté qui... Mais le talent, c'est naturel, le talent. Mais pour un instrument, on a du talent, pour un instrument, on n'en a pas. Et je ne peux pas dire que j'avais un talent particulier pour le corps. Mais j'ai travaillé très, très, très dur. Et donc vous êtes resté combien de temps à Lausanne avant de... Je suis resté 2 ans. Et donc là, vous allez après en Israël ou pas encore? Oui. Si, et là, vous intégrez l'orchestre de la radio de Jérusalem? Non, c'est eux qui me contactent pour me dire, voilà, on a un poste de premier corps, est-ce que ça t'intéresse, etc. Je dis oui, voilà. Je dis oui, il est temps de rentrer. Je suis rentré, je suis resté jusqu'à mon départ en Afrique, c'est-à-dire 6 ans. Ça, on va y venir. Il y a eu des démêlés. Il y avait des grands chefs qui sont venus à cet orchestre de la radio de Jérusalem. Oui. Et puis il y avait Georg Singer, ou des chefs dont le nom était très lié. Et puis il y avait des chefs avec lesquels vous n'entendiez pas aussi. Il y avait un chef avec lequel je ne m'entendais pas. Un chef allemand. Un juif allemand. Un juif allemand qui avait eu la chance de partir d'Allemagne, d'aller en Suède, où il a passé tranquillement toute la guerre, et qui est venu là, qui ne parlait pas un mot d'hébreu, mais qui parlait allemand à la manière d'un capot, et qui était une sorte de petit dictateur, et c'était insupportable. C'était insupportable pour moi qui avais décidé d'aller en Israël pour y vivre dans mon pays, en ayant appris un métier
que j'aimais, qui m'était indispensable, d'être traité de la sorte. Et c'était à double titre parce que j'étais pas seul. Parce que plus de la moitié des musiciens de l'orchestre étaient des rescapés de la Shoah. Mais j'étais le seul à ouvrir ma grande gueule, comme on dit. Et quand je voyais que les autres étaient comme des petits moutons, ça me rendait fou. Vous étiez heureux comme musicien d'orchestre dans l'Orchestre Symphonique de Jérusalem? Vous aviez votre place ou vous en aviez assez de jouer toujours les mêmes œuvres? Oui, un peu, oui, mais ça, je pense que tout le monde a ça, mais c'était surtout que... Bon, c'était... j'avais moins d'enthousiasme que j'en avais avant. Et je dirais, aujourd'hui, je me sentais un peu à l'étroit, parce que je me voyais, donc, qu'est-ce qui m'attendait? Ce qui m'attendait, c'est de continuer à venir aux répétitions, à jouer au concert, jusqu'à 65 ans, et à prendre ma retraite gentiment. Voilà. Et là, est arrivé le miracle. En 63, là on est en 63, arrive ce miracle. Fin 63, je trouve un message au téléphone en rentrant à 11h du soir dans la maison, qui vient d'une amie qui travaille à la radio, qui me dit: écoute, si tu veux partir un an en Afrique, sans plus, téléphone à Madame Untel au ministère des Affaires étrangères. Je connaissais Madame Untel, les Affaires étrangères, je ne connaissais pas. Bon, le lendemain, je téléphone à cette dame, elle dit: venez me voir immédiatement. Je dis: immédiatement, attendez, madame, j'ai une répétition, j'ai un machin, j'ai des trucs, bon, je viens la voir, et elle me dit: voilà, le président d'ACO, président de la République centrafricaine, veut un musicien qui joue un instrument avant en cuivre, qui parle français, elle n'avait pas tellement, pour monter une fanfare à Bangui, sa capitale de son pays. Je dis: c'est où ça, Bangui? Et alors je me souviens, elle était assise, j'étais face à elle, et derrière elle, il y avait une grande carte d'Afrique, parce que c'était l'époque où Israël collaborait avec les pays nouvellement indépendants en Afrique. Oui, mais c'était une soixantaine de conseillers israéliens à Bangui, enfin c'était incroyable. Il y avait une soixantaine de conseillers, donc de familles, c'était là avec les femmes et enfants, tout le monde. Et elle me montre où c'est. Effectivement, au centre de l'Afrique. Bien. Mais ce qu'il y avait, c'est que j'étais en psychanalyse. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas un moyen d'échapper? Et pour ça, il fallait que je voie mon analyste, qui était une personne géniale. Et je lui en ai parlé le lendemain. Et il a eu cette phrase magnifique. Il m'a dit: mais toi, de quoi tu as envie? Voilà. Tu as envie de partir? Je dis oui. Il me dit: pars. Il m'a donné sa bénédiction. Et il ne l'a pas regretté. Après, c'était un peu comme un père, en fait. C'était, quand je suis venu le voir, j'étais en vacances, je racontais ce que je faisais. Il était aussi heureux qu'un père qui voyait que son fils réussit quelque chose. Voilà. Bon. Et me voilà à Bangui pour faire une fanfare, mais moi, ça ne m'enchantait pas du tout de faire une fanfare en réalité. Mais c'était un moyen de sortir de ce cadre et de découvrir un monde que je ne connaissais pas. Parce que je me suis dit, en Afrique, même avec des tournées d'orchestres dans le monde entier, personne n'arrive à Bangui avec un orchestre symphonique. Donc l'Afrique, je ne connaîtrais jamais. Hop, et ça a joué. Donc la fanfare ne va jamais être montée? La fanfare n'a jamais été faite, parce que j'ai réussi à convaincre le président d'ACO, dans l'entretien que j'avais en présence de l'ambassadeur d'Israël, parce que c'est des personnages officiels, qu'il avait déjà 2 fanfares qui n'étaient pas très bonnes, les 2, et qu'en un an, sans instrument, avec des gens qui ne savent pas lire la musique, parce qu'ils ne savent pas lire du tout, j'arriverai pas à faire mieux. Mais en revanche, vous avez dans votre pays des musiques extraordinaires, et j'avais écouté, mais j'avais vécu une chose pareille. C'est un choc, vous dites dans votre ouvrage Fanfare de Bangui, c'est le même choc émotionnel que la musique de Bartók ou non, là je découvre en fait ce que c'est que la musique africaine. Et j'ai un choc culturel, j'ai un traumatisme positif. Je dis, mais comment ils font? Des gens qui jouent, c'est des musiques compliquées. Il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de partition, il n'y a rien. Ils jouent ensemble, ils ne se trompent pas, parce que la seule chose à l'intuition, je disais,
je comprends rien, mais une chose que je comprends, ils savent ce qu'ils font. C'est pas n'importe quoi. Parce que les gens disent, oui, les Africains frappent les tambours, le tam-tam, hein, ils improvisent. Et ils improvisent, qui est un truc péjoratif, alors qu'ils improvisent très peu, mais il a fallu des années pour l'apprendre, que tout est parfaitement maîtrisé, qu'il y a des structures qui existent, des mental templates, ce sont des références mentales sonores qui sont organisées, qui sont organiques. Et ça, je l'ai vérifié après parce que j'ai expérimenté ces choses pendant 25 ans, plus que 25 ans même. Mais quand vous écoutez ces musiques, vous aviez une formation d'ethnomusicologue? Pas du tout, rien. Pas du tout. Vous étudiez ça de manière complètement autodidacte. Ah oui, et j'apprends et je découvre qu'il y a d'autres musiques, que les musiques européennes, et que les chants chassidiques, et que les musiques liturgiques juives. Mais comment on définit l'ethnomusicologie par rapport à la musicologie c'est compliqué, c'est un vaste... quelques heures, là. Oui. Vous les accordez. Pour aller vite, de façon schématique, disons que on peut considérer l'ethnomusicologie comme l'étude des musiques de tradition orale, ou l'étude des musiques qui n'ont pas d'écriture, où il y en a qui ont quelques signes d'écriture, ou les musiques, à l'époque on disait des pays pré-industrialisés. Bon, en un mot, la tradition orale, je dirais, c'est ça. Et donc vous vous retrouvez avec des linguistes aussi Oui, après oui. Alors oui, je suis arrivé alors à créer un musée. Bon, et c'est comme une idée folle de faire un musée dans un pays comme ça. Moi, j'avais pas aucune formation pour faire des musées, mais il y avait des bouquins. Alors, je faisais venir des bouquins de l'UNESCO, et on a appris. Et pourquoi il fallait un musée? Il fallait un musée parce que je voulais enregistrer les musiques, et c'est ça que j'avais dit au président d'ACO. Il faut que vous conserviez et que vous recueilliez votre musique, parce que, et ça, encore une fois, j'avais l'intuition, j'ai dit, d'ici 15-20 ans, on ne sait pas ce qui restera. Ça, vous l'aviez pressenti même en 63 Ah oui, mais ça, je lui ai dit, et ça, je me souviens mot à mot, ce que je lui ai dit, et sa réponse, que je vais vous dire là, et je lui ai dit cela, et il m'a dit, mais c'est un homme comme vous que j'attendais. Et je lui ai dit, me voici, monsieur le président. Voilà. Et là, il m'a fait faire une lettre par son secrétaire pour que le Trésor centrafricain m'ouvre un compte sur le musée Boganda, qui n'existait pas. Parce que j'avais appris qu'il voulait faire un musée, mais qu'il ne l'avait pas fait. Et moi, pourquoi je voulais faire ce musée? Parce qu'en fait, mon idée, c'était de recueillir des musiques. Bon. Et là, il m'a fait donner un Agra, qui était la Rolls-Royce des magnétophones, à la radio. C'est un appareil qui coûte très cher, pour aller sur le terrain. Et il m'a fait donner une fourgonnette de chevaux toute neuve. C'était les 1001 nuits, hein. Et un chéquier dont j'étais le patron. On va les justifier, hein. Mais c'est inimaginable. Et quand j'ai dit il faut enregistrer les musiques, ça voulait dire dans mon esprit, il faut aussi avoir un musée avec des instruments pour savoir avec quoi on fait cette musique. Mais aller faire un musée d'instruments de musique dans un pays où ils ne savent pas ce que c'est qu'un musée, c'est pas possible. Donc il faut contextualiser la musique dans quelque chose. Et donc il faut donc faire un musée des arts et traditions populaires, et voilà. Et je l'ai fait. Et alors ces musiques des Pygmées, parce que les Pygmées, vous les avez rencontrés en Centrafrique, et il y avait d'autres pays où vous avez pu les écouter, les enregistrer Non. Moi, j'ai travaillé non seulement avec des Pygmées en Centrafrique, j'ai travaillé de 1968 à 1996 dans le même campement pygmée. À ce moment-là, j'ai vu des générations passer, j'ai vu comment il y a des gens qui sont morts, j'ai vu des enfants qui naissaient et qui grandissaient, je les voyais, je revenais chaque année, 1 ou 2 fois, je les voyais grandir. Et j'étais un peu à la maison, là. Enfin, j'avais des amis. Et c'est des gens que je connaissais bien. Bon, voilà.
vous êtes retrouvé à créer vos propres instruments d'analyse, parce qu'en fait, il y a un travail à la fois mémoriel d'enregistrer des musiques qui vont disparaître, Oui. et puis il y a un travail d'analyse, de voir comment sont conçues ces musiques. Ah oui, mais c'est Mais ça, vous avez improvisé, vous, les instruments d'écoute et d'analyse? J'ai pas improvisé, j'ai eu des nuits d'insomnie pour les mettre au point. Parce qu'il n'y avait pas de méthode unifiée de l'ethnomusicologie, une discipline relativement jeune. Et puis alors, chacun faisait comme il pouvait, il y avait des grandes tendances, surtout que de plus en plus, les tendances étaient plus anthropologiques que musicales. C'est-à-dire que, où vous dites, l'ethnomusicologie, c'est raconter ce que font les musiciens dans leur contexte, et en quelles circonstances ils font la musique, et pourquoi, et avec quoi, ou bien vous dites, l'ethnomusicologie, c'est des gens qui font de la musique, sauf que cette musique, elle a des raisons d'être qui sont liées à la société. Donc, la société, je laisse d'autres l'étudier. C'est des sociologues, c'est des ethnologues. Moi, je suis ethnomusicologue, j'ai une spécialité, c'est-à-dire je suis musicien, j'ai donc des capacités que n'importe quel ethnologue n'a pas. C'est comme en médecine. Un spécialiste, un cardiologue ne veut pas faire de la médecine générale. Ce serait du gâchis dans un pays où il n'y a pas assez de cardiologues. Bon, c'est la même chose. Moi, je suis capable de voir comment est faite leur musique, et c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, je considère mon travail comme la description d'une musique, de la même façon qu'un linguiste arrive sur le terrain, il a en face de lui une langue qu'il ne connaît pas, une langue qui n'a pas d'écriture, et il doit établir la grammaire de cette langue. Voilà. Mais vous avez créé des instruments de mesure, enfin le re-recording par exemple, d'enregistrer pour déterminer les voix. Créer des outils. Oui, créer des outils qui permettront à des musiciens, par exemple, d'exprimer leur savoir autrement que par la parole. Et c'est pour ça que je suis, si on veut, l'inventeur de l'expérimentation interactive sur le terrain. C'est-à-dire, j'ai bidouillé, j'ai bricolé des appareils ou des appareils existants, mais des connexions entre des appareils existants pour les utiliser avec les Africains. Bon, ce qui m'a amené, par exemple, à travestir un synthétiseur en xylophone. Et ce sont des synthétiseurs qui ont une capacité particulière où on peut modifier la hauteur de chacun des sons. Par exemple, pour comprendre une échelle de musique, c'est pas des échelles à 12 demi-tons comme chez nous, c'est des échelles qui obéissent à d'autres principes. Et alors, personne ne peut les expliquer. Je pense qu'un musicien occidental non plus ne pourrait pas expliquer avec des mots ce type d'échelle. Je le sais, je travaille en Géorgie sur les polyphonies géorgiennes, alors on est en Europe, mais aucun chanteur géorgien ne peut vous dire, voilà, je fais des intervalles de absolument telle grandeur, etc. Alors, comment est-ce que vous pouvez le savoir? Vous pouvez le savoir uniquement, vous pouvez l'enregistrer, mais quand vous enregistrez, vous mesurez, vous voyez que deux xylophones ne sont pas accordés de la même manière, vous voyez que deux chanteurs ne chantent pas, un même chanteur, 2 heures après, chantera le même chant, et les intervalles ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors que tout le monde reconnaît la chanson, ça veut dire que c'est pas nécessaire, ce qu'il y a autre chose derrière, et c'est ça qu'il faut prendre. Il faut arriver dans ce contexte-là de trouver ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas. Ça, c'est très difficile. Ça, c'est ça qui est difficile. Et alors là, si vous avez un instrument où vous avez un curseur, et pour chaque son, en poussant le curseur vers le haut, vers le bas, vous modifiez le son à 2 centièmes de ton, c'est absolument inaudible. Et vous avez il faut que un Africain qui peut pas vous faire des discours sur sa musique, pas moins qu'un souvent un Européen, vous le mettez dans une situation où il peut lui modifier la hauteur du son. Sauf qu'il faut pour ça être dans un contexte musical. Il fallait donc déguiser des xylophones, des synthétiseurs en xylophone. Et alors j'ai bricolé des lattes qui viennent s'intercaler entre les touches noires et blanches avec de la velcro.
de manière à ce que vous puissiez changer le nombre de lattes et leur emplacement selon qu'un xylophone a 5, 10 ou 12 lames. Et avec leur maillotche, vous leur demandez de jouer. Vous faites modifier le timbre par rapport à des enregistrements que vous avez, avec des gens, il faut pour ça des techniciens, et ça c'est de l'informatique. Et vous venez dans un village, vous dites à un musicien, voilà, j'ai essayé de fabriquer ton xylophone avec ma technique de blanc. Jusque-là, tout va bien. Et voilà, je te propose d'essayer de jouer quelque chose dessus. Il commence aussitôt à jouer. Les distances sont à peu près les mêmes, c'est pas ça qui les dérange. Et puis tout d'un coup, tout de suite, il va vous dire, cette lame, elle est pas bonne. Je dis, regarde, quand une lame, elle est pas bonne, d'abord, on travaille sur le timbre. C'est-à-dire, on lui amène 5 programmes de timbres différents, et on lui dit, tu choisis en appuyant sur des boutons où j'ai mis des pastilles de couleurs différentes, puisqu'il ne lit pas les chiffres, ça ne lui dit rien. Tu me dis lequel tu préfères, le jaune, le bleu, le machin, et tu appuies sur le bouton pour changer, et tu peux jouer tant que tu veux, et quand tu auras trouvé un qui ressemble le plus à ton xylophone, à ton vrai xylophone, tu me fais signe. Et alors le type, il joue pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, puis tout d'un coup il dit, ça. Je dis, ça c'est bon. Il me dit, ça c'est le jumeau de mon instrument. Ah. Alors là, je sais que par rapport à la pertinence, on est dans quelque chose de sérieux. Je dis maintenant la hauteur. Parce que vous ne pouvez pas séparer les paramètres. Ils ne séparent pas. C'est bon, c'est pas bon. Mais pourquoi c'est pas bon? Et pourquoi c'est bon? Voilà. Alors, il y a un curseur. Je lui montre, regarde. Je prends cette lame-là, sur laquelle tu frappes, et je la rejoue, parce que sur le synthétiseur, pour la frapper, et il voit que quand je fais ça, ça monte, et quand je fais ça, ça descend. Et il est musicien, il entend, et il comprend immédiatement. Et je dis, tu fais ça, et quand tu es content, tu me fais signe. Et on l'enregistre. Et à ce moment-là, j'arrive, au bout d'une demi-heure, à savoir quelle est l'échelle idéale qu'il porte dans son cerveau. Il veut le petit banc peut-être. Voilà qui s'assied là, et voilà, sur le petit banc. Tiens, je lui enlève ça. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Voilà. Bon, c'est une révolution. Parce que dans un article, je l'ai dit, j'ai dit, le doigt du musicien sur le curseur est directement lié à son écoute. Nous dit ce qui se passe dans son cerveau. Bon, ça, c'est extraordinaire. Je n'ai pas été très suivi, à part mes propres personne ne s'en est servi. Mais ça, c'est leur problème. Moi, je dégage des choses. J'essaie de comprendre. Voilà. Et ça, tout le long du travail, c'est-à-dire que c'est ça la méthodologie, c'est que pour arriver à un résultat, la problématique diffère selon chaque contexte. C'est merveilleux parce que ça oblige à être intelligent. Parce que sinon, ça ne marche pas. Parce que ça me figure. Donc, en yiddish, on dit, on doit se donner en conseil. Et ben voilà, je me donne des conseils. Et je ne dirais pas que j'ai toujours réussi, mais dans beaucoup de cas, j'ai effectivement réussi à résoudre des problèmes que d'aucune autre manière on ne pouvait les résoudre. Ça, là, il y a un moment où la parole n'existe plus, il y a quelque chose qui transcende. Et alors, il faut créer des conditions matérielles où on surmonte. Et ce qui est tout à fait particulier, c'est que c'est pas moi qui fais le travail, c'est-à-dire que c'est pas moi qui fais des hypothèses, c'est les Africains qui le font. Ils ne font pas d'hypothèses, ils me donnent la réponse. Donc, ce que j'appelle l'interactivité. Une parenthèse, on est en Centrafrique. Après le président Dako, c'est le président Bokassa. Oui. Les relations étaient comment? Et à un moment, il vous a même proposé d'être ministre. Ah oui, oui. Oui, ben,
On doit avoir peur. Bokassa, j'ai eu la chance de le connaître avant qu'il soit président, et j'ai eu la chance de pouvoir lui rendre service. Bon, une fois. Il ne l'a pas oublié. Alors, un jour, il voulait faire un grand bal dans un camp militaire. Il avait 2 orchestres, il ne savait pas comment les placer. Il est venu demander à quelqu'un de la mission israélienne. Le type m'a dit, on a un musicien, il faut lui demander. Il m'appelle, je lui dis, alors vous mettez un orchestre comme ça et l'autre orchestre, et les gens viennent danser là. Ah, c'est formidable. Il n'a jamais oublié. Quand il est devenu président, je suis allé le voir, et c'était très intéressant. C'est l'ambassadeur d'Israël qui m'avait dit, tu prends n'importe quel prétexte pour lui demander une audience. Moi, je dois savoir quelle est son attitude vis-à-vis d'Israël. C'est incroyable comme truc. Alors, il se trouvait que c'était la fin de l'année. Je dis, écoute, je vais faire un rapport d'activité. C'est une bonne idée. Mon colonel, je l'appelais pas mon président, c'était 2 jours après le coup d'État, ou 3. Voilà, je m'occupe de la préparation du musée dans le cadre de la collaboration entre la Centrafrique et Israël. Je vous ai présenté mon rapport d'activité, puis j'aimerais savoir si vous estimez que c'est important, que je continue ça, que je reste là, que je rentre dans mon pays. Et voilà. Et, mon cher ami, vous faites ici une œuvre sacrée. C'est comme ça qu'il parlait. Un jour, il y avait le ministre français de la coopération, qui était là à Bangui, il venait souvent, et puis il m'avait donné rendez-vous juste après le ministre. Et j'arrive, j'entre dans une salle, sur un sofa, Bokassa ici une chaise vide, et puis tout le long, tous les trucs, et je lui offre le disque, alors, non, quand j'arrive, alors, il dit, venez vous asseoir, près de moi, sur un sofa. Et aussitôt, il y a le chef du protocole qui dit, non, là. Parce que ça, c'était pour le ministre, moi, c'était la chaise. Bon. Et puis, je lui offre, je lui dis, voilà, il me regarde, il est formidable, il est content, oui, et là. Et puis, il commence à me parler. C'est très, très important pour le pays, ce que vous faites. D'ailleurs, je veux vous faire ministre de la culture. Il y avait 26 Africains. Ils étaient indépendants depuis au moins 10-15 ans. Tout d'un coup, Bokassa qui propose à un blanc de devenir ministre. Un juif ashkénaze en plus. Non mais c'est extrêmement dangereux. Enfin, c'est des trucs... Alors, vous ne pouvez pas accepter, parce que vous acceptez, ou bien vous recevez une médaille, ou bien vous allez chez les crocodiles. 3 mois après. Bon. Mais comment on fait pour... Et c'est là que je dis que Rabbi Elimelech est venu à mon aide. Monsieur le Président, je ne suis pas un homme politique, je ne sais pas être ministre. Moi, tout ce que je sais être, c'est m'occuper de la musique de votre pays, de la culture de votre pays, mais vous savez bien que je suis l'ambassadeur de la culture centrafricaine dans le monde. Et il s'est rendu compte qu'il a fait une connerie. Il m'a dit, ah, ça c'est bien vrai, on n'en a plus parlé. On va aborder 2 autres sujets importants, il y en a tellement, Simcha Harom. C'est d'abord la musique des Juifs de Djerba que vous avez eu l'occasion d'écouter. Oui, non, c'était une expérience, en fait, c'était une expérience que j'ai trouvée très très intéressante. Il y avait un ethnomusicologue, ça s'appelait peut-être même pas comme ça, juif allemand qui s'appelait Robert Lachmann, qui avait été à Djerba en 1929 et avait enregistré des piyoutim, des poésies religieuses, à la Griba, célèbre synagogue. Et avec le regretté professeur Israël Adler, qui était un très 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 bon ami à moi, et Hervé Roten, qui s'occupe du Centre d'études juives européennes, qui n'existait pas encore à l'époque, on s'est dit que ce serait intéressant de retourner là-bas et de de voir comment, en près de 100 ans, est-ce que cette musique s'est transformée? Oui, combien? Beaucoup? Pas du tout? Ou méconnaissable? Ou complètement perdue? Alors,
grâce à quoi on pouvait faire ça? On pouvait faire ça grâce à un livre de transcription de ces poésies, transcription musicale, qui a été publié à l'époque, donc en 29, par 29 ou 30, par Robert Lachmann. Et nous sommes allés à Djerba, et pendant que Hervé Roten s'occupait de l'enregistrement et que Israël Adler surveillait l'enregistrement, j'avais, moi, le livre à la main, et j'entendais les mêmes chants qui avaient été chantés quelques 90 ans avant, au même endroit, donc dans la même tradition. Et je constatais de visu, en voyant en quoi ça différait de ce que j'entendais, toutes les variations qui s'étaient produites. Et il faut dire que 90 ans, ou 85 ans, je ne sais plus exactement. Après le livre, donc. Après, de distance, de profondeur historique, en ethnomusicologie, ça fait presque comme 500 ans en musicologie classique. C'est vraiment un très grand laps de temps, parce qu'il y a très très peu je crois que c'est unique. C'est unique. Ça a été fait sur des musiques africaines du Bénin, avec un recul de 50-60 ans. Ensuite, et sans aucun rapport. Mais je veux dire, ça c'est le seul comparaison qu'on a. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres, peut-être qu'il y en a, mais on n'a pas entendu parler, sur un regard diachronique, historique, qu'on peut avoir sur des musiques, mais surtout c'était le même endroit, donc là où la tradition. Et c'était religieux. Ça c'est très important, parce que quand c'est une musique qui n'est pas religieuse, ça a subi plus de modifications. Et là, on a constaté, effectivement, ça n'est pratiquement pas bougé. Incroyable. Et alors, il y a un autre travail sur les Juifs d'Éthiopie que vous avez réalisé au seuil des années 90. Oui, ben là, c'était autrement plus sérieux. C'est-à-dire, là, j'ai essayé de recueillir auprès des prêtres des Bêta Israël, des Juifs d'Éthiopie qui sont venus en Israël, de pouvoir reconstituer ou avoir enregistré ce qu'eux-mêmes considéraient comme la partie la plus importante ou les pièces les plus représentatives de tout leur patrimoine. עכשיו אנחנו עושים את התפילות של ברית מילה, מתחילים בברוך אברהם, אחרי זה אדי גזר, ואחרי זה קידן וסלם קידן. מי מתחיל? קייס שמואל. בבקשה. ברוך אברהם נגזיאביה 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 سماي ومدرد وزاين جدانا اسكالا لما جدانا اسكالا وزاين جدانا اسكالا لما. Donc, et j'ai passé quelques jours à enregistrer en Israël, c'était assez compliqué, toute une histoire, comment je suis arrivé à établir le contact et qu'on m'ait laissé le faire aussi. Et ça a donné 36 ans après, il y a 2 ans tout juste maintenant, à la publication d'un coffret de 3 CD avec un livret de 70 pages en français, 70 pages en anglais, avec une analyse de leur musique, enfin, pas très approfondie, mais quand même qui donne une idée de ce que c'est. Et ça a ça a surtout joué un rôle important dans la communauté éthiopienne où, par le mode de vie israélien, cette musique était vouée à être noyée parmi toutes les traditions. Oui, ils ont été sauvés en arrivant en Israël, mais en même temps leur culture. C'est le paradoxe. C'est ça, le rassemblement des diasporas a des effets néfastes. Et ça
c'en est un. Voilà. Et ce qui fait que les apprentis les apprentis prêtres, ont pu apprendre dans ces enregistrements beaucoup, et qu'il y a eu après un renouveau, parce qu'on croyait que c'était perdu, il y a eu un renouveau, il y a toute une nouvelle génération de prêtres qui remettent au goût du jour la tradition éthiopienne des Juifs d'Éthiopie comme elle était. Et ça, c'était vraiment ce qu'on appelle l'anthropologie d'urgence. Ben oui, voilà. Voilà, je suis fier, là. Simcha Aaron, nous voilà malheureusement quasiment au terme de cet entretien. En 1968, vous avez intégré le CNRS, vous êtes 2 fois docteur en musicologie, vous êtes un des grands noms de l'ethnomusicologie, et vous n'avez même pas le bac. Vous avez eu le certificat d'études sous un faux nom. Oui. Donc voilà, un itinéraire aussi très particulier. C'était quel nom on en a parlé. Fred Aubert. C'était le nom. Donc vous pourriez même pas vous prévaloir de votre certificat d'études. Non, on n'a jamais voulu me le donner, me le recycler à mon vrai nom, puisque évidemment je ne pouvais pas prouver que Fred Aubert était Simcha Aaron. Et je ne peux toujours pas le prouver. Cela dit, j'arrive à vivre sans mon certificat d'études. Et donc, juste, voilà, au terme de cet entretien, on parlait de côté mémoriel, parce que ces musiques que vous avez écoutées, je sais pas, vous avez fait paraître une vingtaine ou une trentaine de disques, voilà, de disques, on parlait des musiques des Pygmées Aka, ou bien d'autres musiques, c'est à la fois, encore une fois, un travail d'analyse et un travail mémoriel. C'est quand même une mission très juive, ça, ce travail mémoriel aussi. Vous êtes retrouvés avec les Pygmées Aka à faire un travail qui était presque un retour aux sources. Oui, mais j'ai toujours... c'est très drôle parce que quand je les ai vus chanter, pas la première fois, dans leur campement, qui était bien tranquille comme ça, je me dis c'est des chassidim. En tout cas, un itinéraire incroyable que le vôtre, Simcha Aaron. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été notre invité.